Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning once again. Le président, bonjour à nouveau à tout le monde. Bonjour à vous, monsieur le témoin. Je vais immédiatement donner la parole au bureau du procureur pour le procureur continue à poser ses questions. Alors, rebonjour, monsieur le témoin. Bonjour, c'est bon. Alors, monsieur le témoin, lorsqu'on s'est laissé avant la pause, on avait abordé plutôt le sujet de la question des rapports qui étaient faits à l'interne même, au camp Trècheville. Je vous ai posé certaines questions à cet égard et la dernière question sur laquelle on s'est laissé, c'est celle à savoir si, lorsque la crise post-électorale a débuté, est-ce que les éléments, vos éléments qui se trouvaient au camp de Trècheville, continuaient à vous faire des rapports concernant leur mission, leur opération? Affirmatif. Mes éléments continuaient à me faire les rapports. Et là, j'aimerais parler du moment, en termes de chronologie, après le deuxième tour des élections, après le 28 novembre 2010. Par la suite, est-ce qu'il y avait des éléments dans votre camp qui faisaient des missions sans que vous soyez au courant? Affirmatif. J'avais dit tantôt, au niveau de la formation des soldats, que je n'avais pas été associé à cela. Et le capitaine Kipré m'avait signifié que c'est eux qui ont donné l'ordre au capitaine Kwasiblé de ne pas me donner l'information parce que je n'étais pas un homme de confiance. Donc, à partir de cet instant, le capitaine Blé Kwasi Urbain, l'adjudant-chef Kokobo, recevait directement les instructions et les ordres du chef de corps. À partir de cet instant, j'avais été écarté par mon chef hiérarchique. Alors, je vais revenir et j'aimerais ça qu'on en discute de façon un peu plus détaillée, afin qu'on puisse bien comprendre la teneur de votre réponse. Alors, parlons de cette formation. Vous l'avez mentionné tantôt dans votre témoignage que vous n'étiez pas au courant de cette formation. La formation en question, est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire à quelle date elle devait avoir lieu ou est-ce qu'elle a eu lieu? Je pense vers le 22 ou le 23 décembre. Et il s'agit d'une formation, est-ce que c'est une formation pour des recrues, des personnes qui arrivent dans la garde républicaine? C'est exact, il s'agissait d'une formation de recrues qui arrivaient donc à la garde républicaine. Et d'après ce que vous avez su par la suite, est-ce que c'était des recrues qui devaient être affectées où exactement dans la garde républicaine? Est-ce qu'il y avait des endroits en particulier? Il faut noter que toutes ces recrues ont été donc après la formation affectée à la garde républicaine.
Et c'est une formation qui dure combien de temps en principe? En principe, 3 mois. Mais là, elle a été un peu accélérée. Et nous n'avions pas vraiment fait les 3 mois. Alors, vous dites qu'elle a été accélérée. Est-ce que vous savez approximativement combien de temps elle a duré? Je crois environ 2 mois. Et simplement, afin qu'on puisse bien comprendre, lorsqu'on suit une formation, lorsqu'une recrue suit une formation de ce genre, à la fin de la formation, est-ce qu'elle reçoit quelque chose? Est-ce qu'elle est matriculée? C'est exact. À la fin de la formation, ces éléments ont tous reçu un matricule. Alors, vous nous avez dit que c'est le colonel Abidjan qui vous a appelé. C'est exact? C'est exact. Et vous nous avez également mentionné que le colonel Abidjan vous a dit que vous deviez recevoir des jeunes qui venaient pour la formation. C'est exact également? C'est exact. J'aimerais juste comprendre à ce moment-ci, parce que vous nous avez dit, durant votre témoignage, que les formations se faisaient à Akakro. Comment se fait-il que, dans les faits, il était prévu que les recrues arrivent chez vous, au camp de Trècheville? Pouvez-vous nous expliquer? En fait, les recrues ont eu un camp de regroupement, un lieu de regroupement, et ces lieux de regroupement étaient juste derrière le camp, la caserne de Trècheville, au niveau du palais de la culture. Donc, c'est à ce niveau que les recrues étaient donc regroupées. Et à partir de cette position, j'étais convoyé au niveau d'Akakro. Alors, simplement pour que ça soit clair, est-ce que c'est quelque chose qui se faisait systématiquement, que lorsque des recrues arrivaient pour la garde républicaine, ils se regroupaient premièrement à l'arrière de votre caserne de Trècheville et par la suite, ils allaient à Akakro? Est-ce que c'est la façon qu'on fonctionnait normalement? Non, ce n'est pas cette façon. Alors, dites-nous comment est-ce que ça fonctionnait? Non, en temps normal. Don't please. Président, s'il vous plaît, j'aimerais vous rappeler de ménager les temps d'arrêt. Alors, monsieur le témoin, effectivement, comment ça se passait avant, en temps normal? Ou comment ça se faisait, ce regroupement des recrues? Mais en temps normal, il y a un communiqué qui est fait, piloté par l'état-major général, et c'est le bureau opération et instruction de l'état-major qui gère ces formations. Et donc, là, ça a été une formation qui a été négociée par le chef de corps, je pense, pour essayer d'augmenter et renforcer nos effectifs. Donc, c'était sous la responsabilité directe donc, du chef de corps, cette formation. Et comment vous arrivez à cette conclusion qu'elle était sous son contrôle au général du corps de la garde républicaine? Bon, je pense qu'en tant que chef de corps, il a dû prendre la tâche peut-être. Je n'ose pas m'aventurer avec le chef d'état-major général, mais toujours est-il que ce que je sais, c'est que c'est sous son commandement que cette formation a été faite.
Alors, vous nous dites que normalement, il y a un communiqué par rapport à cette formation qui a été faite au mois de décembre. Est-ce que vous avez eu une connaissance quelconque d'un communiqué faisant état de la formation de jeunes recrues au mois de décembre, avant qu'elle ait eu lieu? Non. Alors, si je comprends bien votre témoignage, la première fois dont vous entendez parler de cette formation de jeunes recrues, c'est par la bouche même du colonel Abidjan. Est-ce que c'est exact? C'est exact. Alors, lorsque le colonel Abidjan vous appelle et vous informe de cette formation, quelle a été votre réaction? J'avoue que j'ai été surpris de n'avoir pas été associé à la mise en place de cette formation. Et c'est ainsi qu'il m'a, parce que lui aussi étant étonné, il m'a dit « Ah bon? Mais tu n'es pas au courant ?» Je lui ai dit non. Et c'est comme ça qu'il m'a dit « Mais appelle le chef de corps ». Et c'est ainsi que j'ai appelé le chef de corps, qu'il m'a confirmé effectivement qu'il y avait une formation en préparation. Et il m'a dit, bon, je voulais aller vers lui pour avoir un peu renseignement. Il m'a dit, ok, je t'attends. Et quelque temps après, il m'a rappelé pour me dire, non, tu restes sur place, je viens vers toi. Et cette conversation que vous avez eue avec Wait, please. Let the translator. Le président, mais laissez aux interprètes le temps de finir leur phrase. Merci. Alors, Monsieur le témoin, cette conversation que vous avez eue avec le chef du corps, est-ce que vous vous rappelez quand approximativement elle a eu lieu? Vous avez mentionné le mois de décembre pour la formation, 22 si je ne m'abuse. Quand est-ce qu'elle a eu lieu, cette conversation? Oh, si mes souvenirs sont exacts, je pense que c'est vers le 15 décembre, je pense. Il s'agit, simplement pour que ça soit clair, dans le dossier également, d'une conversation téléphonique et non pas en personne, dans un premier temps. C'est exact? C'est exact. Vous avez également affirmé que vous étiez surpris de n'avoir pas été associé à la mise en place. Dans le passé, lorsqu'il y avait des formations de recrues, est-ce que vous étiez associé à la mise en œuvre du regroupement, de la formation de ces jeunes recrues? Depuis que j'ai pris fonction en 2004, il n'y a jamais eu de recrutement. C'était donc le premier recrutement qui a eu lieu à ma présence. Alors, vous avez parlé avec le chef du corps. Qu'est-il arrivé par la suite? Donc, quand il est arrivé à Treichville, c'est comme ça qu'il m'a informé de ce qu'une formation était en cours. Et puis, c'est en ce moment que le capitaine Akipre Yagba me fait savoir que c'est une décision qui a été prise et que, comme je ne faisais pas partie, je n'étais pas un homme de confiance, ils ont préféré ne pas me donner l'information de façon péremptoire. Alors, si je comprends bien votre témoignage, et le général Dogboblé Bruno, ainsi que M. Yagba Kipré, étaient là sur les lieux pour vous rencontrer, les deux.
Affirmatif. Alors, vous nous avez dit qu'ils vous ont affirmé que vous n'étiez pas, est-ce que ça s'est dit que vous n'étiez pas un homme de confiance ou un homme? C'est ce que le capitaine Kipré m'a dit. On n'a pas confiance en toi. Et c'est pour cela que nous avons dit au capitaine Blé de ne pas te donner l'information. Et comment avez-vous réagi à ces propos? J'ai été blessé dans mon amour propre quand j'ai reçu cette réponse. Est-ce que vous leur avez dit quelque chose en réponse? Je n'ai rien dit. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trouvé nécessaire de donner une réponse, parce que c'était une décision qui a été prise au niveau de ma hiérarchie. Et je pense qu'ils avaient des raisons pour ne pas me le dire. Alors, on vous a dit que vous n'étiez pas une personne de confiance. Qu'est-ce que vous avez compris par ces paroles? J'ai compris que, à partir de cet instant, il y avait de fortes chances que je ne sois plus associé aux décisions. Et la suite m'a donné raison lorsque nous sommes rentrés dans la phase décisive, où, comme je l'ai dit tantôt, c'était le capitaine Blé et l'adjudant-chef Kokobo qui recevaient maintenant les instructions du général. Mais à votre connaissance, pourquoi est-ce qu'on vous a dit que vous n'étiez pas une personne de confiance? Your Honours. Monsieur le Président? Maître Rocher, oui, Maître Rocher. Alors, la conversation entre Dogbo Blé, Kipré et le témoin a été relatée. Donc là, la question qui est posée consiste à demander au témoin à se livrer à des conjectures. Monsieur Garcia, c'est en fait la question, l'une des questions les plus importantes. Pourquoi est-ce que ce témoin n'a pas été considéré comme un homme de confiance? C'est une question primordiale dans ce débat. Il ne s'agit pas de se livrer à des conjectures. Il appartient au témoin d'expliquer à la Chambre quels sont les faits, sur quoi se fonde cette conclusion, et cela a son importance. Le Président, Maître Hendry. Je m'associe à ce que vient de dire mon confrère Maître Rocher. Et je suis désolé de le dire à Monsieur le procureur, mais je pense que la question telle qu'il l'a posée est mal introduite donc, au témoin. Il faudra donc peut-être lui dire, est-ce qu'il y a eu des faits posés par vous qui aurait conduit peut-être à ça. Le Président, mais laissez-le formuler la question. Je ne pense pas que ce soit vous qui doivent formuler la question pour le procureur. Monsieur Garcia, mais peut-être que l'on pourrait laisser le témoin répondre à cette question, qui est une question simple après tout. Le Président, oui, tout à fait. Est-ce qu'il existe des faits sur lesquels vous vous appuyez qui vous amènent à conclure qu'on ne vous faisait pas confiance? Est-ce que vous savez pourquoi cela s'est passé? Comme je l'ai dit tantôt,
ma hiérarchie ne m'a jamais dit ce qu'elle me reprochait et pourquoi elle a eu cette attitude. Cependant, il m'est revenu que du fait de mon appartenance ethnique, je n'étais pas un homme de confiance. Je dis bien, il m'est revenu. Je n'ai pas d'autres éléments que cela. But you heard from whom? Le président. Mais qui vous l'a dit? Merci, Monsieur le Président. Ce sont mes éléments autour de moi, des soldats. Mr. Prosecutor? Le président. Monsieur le procureur. Alors, monsieur le témoin, vous nous avez affirmé que il vous est revenu qu'à cause de votre appartenance ethnique. Pourriez-vous nous expliquer davantage? Quelle est votre ethnie, premièrement? Je suis issu du sud de la Côte d'Ivoire. Je suis un Apollonien de Grand-Bassam. Et qu'est-ce qui faisait en sorte que, à cause de votre appartenance ethnique, vous n'étiez pas un homme de confiance, qu'on ne pouvait pas vous faire confiance? Expliquez-nous ça un peu plus de façon détaillée. Mr. President, this question is not... Maître Knops, Monsieur le Président, cette question ne peut pas être posée. Enfin, ce n'est pas exact, parce que le témoin a dit qu'il avait entendu des éléments autour de lui, et maintenant le procureur dit qu'il s'agit d'un fait. Il dit, du fait de votre appartenance ethnique, on ne pouvait pas vous faire confiance. C'est quand même différent de ce que les témoins a dit dans sa réponse. Le Président, oui, mais ce n'est pas la... Enfin, ce qui est important pour les éléments de preuve, ce n'est pas la question du procureur, c'est la réponse apportée par le témoin. Donc, monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez répondre à cette question, s'il vous plaît? Monsieur le Président, il faut dire aussi que mon épouse est aussi issue de l'ethnie Dioula. Et donc, je me dis, l'un dans l'autre, cela pourrait sans doute expliquer cette mise à part. Mais je dis et je soutiens que ma hiérarchie ne m'a jamais dit ce pourquoi elle a pris cette position. Ce n'est pas plus déduction, je me suis dit qu'il y a des raisons que peut-être le général sait, mais jamais il m'a appelé pour me dire, mon colonel, voici ce que je vous reproche. J'ai constaté simplement que j'étais mis à part. Voilà ce que je peux dire. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous est revenu par le biais des éléments qui vous entouraient concernant des raisons qui pourraient expliquer pourquoi vous aviez été mis à l'écart? À ma connaissance, non. Alors, vous avez mentionné que vous êtes de l'ethnie Apollon. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est l'ethnie du général Dogboblé Bruno? Quelle est son appartenance ethnique? Il est bêté. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Yes. Président, oui, je vous en prie. Maître Hendry.
Posée par le procureur tout à l'heure, il dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous est revenu par le biais des éléments qui vous entouraient concernant les raisons qui pourraient expliquer pourquoi vous avez été mis à l'écart? Je voudrais qu'on reste fidèle au propos du témoin. Le témoin parle de confiance. Restons là parce que mettre à l'écart, je pense que j'ai peur que ce ne soit pas tout à fait le même sens. Yes, excluded from the trust. I would have interpreted. Le président, oui, c'est ainsi que j'aurais interprété les choses, exclu de ce cercle de confiance. Vous ne faites partie de ce cercle que si l'on vous fait confiance. C'est comme ça que j'interprète les choses moi-même. L'ethnie du général Dogbo Blé Bruno, pourriez-vous nous dire l'ethnie du capitaine Blé Kouassi Urbain? C'est un Dida. Et l'ethnie du lieutenant-colonel Oruku Modi? Il est Abidji. Vous avez parlé également d'un certain adjudant Kokobo. Pourriez-vous nous dire quelle était son ethnie? Il est d'ethnie BT. Pourriez-vous nous dire, à cette époque-là, lorsque la crise post-électorale a éclaté, quelle était la perception des personnes qui étaient d'ethnie Dioula? Perception is not. Le président, la perception n'est pas un fait. Alors, vous nous avez mentionné l'ethnie de certaines personnes. D'après vous, monsieur le témoin, est-ce qu'il y avait quelque chose concernant la question ethnique qui expliquait cette raison pour laquelle vous avez été mis à l'écart? Objection, Monsieur le Président. But I think we have understood. Le président, je pense que nous avions compris. Très bien, Monsieur le Président. Je vais passer à une autre question. Simplement sur cette question de formation, Monsieur le témoin. Est-ce qu'il y a une proclamation des résultats à un moment donné? Oui, il y a eu une proclamation de résultats à laquelle que moi-même j'ai présidé. What do you mean by result? Le juge président, qu'est-ce que vous entendez par résultat? Qu'entendez-vous par cela, Monsieur Garcia? Monsieur le président, je crois savoir. Président. Yes. Le président, oui, allez-y. Proclamation des résultats, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? En fait, à la fin de chaque formation militaire, il y a une proclamation des résultats pour voir ceux qui sont admis ou recalés. Et cela se fait lors d'une proclamation officielle en présence des autorités. Et à l'issue, il y a un cocktail, un vin, un pot d'honneur qui est donné pour couronner ce stage. Et pourriez-vous nous dire quand cette proclamation des résultats a eu lieu?
Je n'ai pas un souvenir exact, en fait. Pourriez-vous nous dire qui vous a demandé d'assister à cette proclamation de résultats? C'est le général de Boblé lui-même qui m'a demandé de présider à la proclamation de ces résultats. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire aujourd'hui est-ce qu'il y avait en termes de détenus, est-ce qu'il y avait une majorité de ces recrues qui venaient d'une certaine ethnie ou est-ce que c'était partagé? La majorité de ces recrues venaient du groupe ethnique des Krou, c'est-à-dire Bété, Dida, Abbé. C'était ce groupe-là, dans la majorité. Et je ne sais pas si je vous ai posé la question avant, mais il y avait combien de recrues en tout? Je crois une soixantaine, entre 60 et 80, si mes souvenirs sont exacts. Et vous nous avez dit durant votre témoignage que ces recrues ont été affectées par la suite à la garde républicaine. Est-ce que vous vous rappelez où exactement elles ont été affectées? Repartis dans les différentes compagnies et pour d'autres aussi affectés comme garde-corps pour assurer la sécurité de certaines personnalités. Alors, Monsieur le témoin, vous avez également témoigné du fait que, à un moment donné, les ordres venaient directement du général au capitaine Blekouassi. C'est exact? C'est exact. Alors, pourriez-vous nous expliquer dans quel contexte vous avez vu que, justement, il y avait ce genre d'ordre qui allait directement à Monsieur ou capitaine Blekouassi? C'était donc pendant la bataille elle-même, la bataille d'Abidjan. Et donc, le capitaine Kouassi et l'adjudant-chef avaient la conduite des opérations. Donc, c'est eux qui prenaient le mamba et les engins qui sortaient et revenaient, qui sortaient et revenaient. Et aucun compte-rendu ne m'était fait. Simplement pour qu'on soit sûr du temps dans lequel, l'époque à laquelle c'est arrivé, c'était quand approximativement? Quel mois? C'était après le deuxième tour, je crois. Novembre-décembre, après le deuxième tour des élections. Alors, le deuxième tour, c'était le 28 novembre. Si ça vous vient à l'esprit. Non, je ne peux pas vraiment situer la période. Alors, vous dites que le capitaine Kouassi est l'adjudant-chef qui avait la conduite des opérations. Par l'adjudant-chef, est-ce qu'on parle du dénommé Kokobo, si je comprends bien, ou est-ce que c'était quelqu'un d'autre? C'est Kokobo. Et lorsque vous dites qu'ils avaient la conduite des opérations, dans les faits, qu'est-ce qu'ils faisaient au juste? C'était ces deux-là qui sortaient avec les engins, qui allaient dans des destinations qui leur avaient été donc données, et après ils rentraient de leur mission. Donc je voyais les engins sortir, les engins rentrer, sortir, rentrer.
Excuse me, just for that. Le juge président, un instant, je vous prie, je voudrais être sûr de comprendre. Dans la transcription anglaise, il est écrit que c'est deux individus. Qui sont les deux individus? Et je cite la transcription anglaise. Monsieur Garcia, Monsieur le Président, je crois qu'on parle de Kokobo et de Blekwasi, mais je peux lui poser la question afin que l'enregistrement soit plus clair. Le Président, le problème c'est que cela suscite une certaine confusion si l'on ne fait pas référence à des noms précis, à des circonstances précises ou à des dates précises. Je crois qu'il est important que vous posiez des questions directes et que les réponses soient très précises également. Lorsqu'il est fait référence à des périodes précises ou des personnes précises. Sinon, la lecture du compte-rendu risque d'être plus difficile ultérieurement. Monsieur Garcia. Le capitaine Blekwasi Urbain ainsi que l'adjudant Kokobo, c'est exact? C'est exact. Et vous dites qu'ils sortaient faire des opérations. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments qui les accompagnaient dans ces opérations? Comment ça se passait au juste? Il y avait effectivement des éléments de la garde républicaine et il y avait aussi des éléments associés. Est-ce qu'il y avait des éléments de la garde républicaine de votre propre camp qui allaient avec eux en mission, avec le capitaine Blekwasi et Kokobo? Affirmatif. Est-ce que vous, à un moment donné, est-ce qu'on vous a consulté pour obtenir votre approbation pour ces missions? Non, je n'ai pas été consulté à aucun moment. Alors, est-ce qu'en temps normal, c'était quelque chose qu'on devait faire? Est-ce que le capitaine Blekwasi ou quelqu'un qui était hiérarchiquement inférieur à vous devait obtenir votre permission, au moins votre accord, pour aller en mission? Affirmatif, c'est-à-dire que en temps normal, je devrais moi recevoir l'instruction et le communiquer au capitaine. Cependant, il peut se faire que dans l'urgence, on puisse directement donner l'instruction, les ordres au capitaine, mais qui en retour peut donc me rendre compte pour dire voici les instructions que j'ai reçues. Voici un peu les deux cas de figure qui peuvent se présenter. Monsieur le Président. Maître Andry. Excusez-moi, Monsieur le Président, je voudrais redemander, dans le transcript en français, page 52, ligne 23, je voudrais demander à Monsieur le procureur, est-ce qu'il a dit Monsieur Kwasi, il s'agit de Dogbo-Blé ou vous avez dit Kwasi? Parce que dans le transcript ici, ils ont mis Dogbo-Blé. Or, il me semble avoir entendu Kwasi. Exact, maître. J'ai bien dit Blekwasi et je ne comprends pas pourquoi il est mention de Dogbo-Blé, mais ça devrait être corrigé. Taken, thank you. Le Président, très bien, merci. But may I also recall to... Nous connaissons un peu la hiérarchie et la chaîne de commandement. Parfois, j'ai le sentiment que vous posez des questions ou que des questions sont posées alors que les réponses sont évidentes. Normalement, il faut poser des questions sur les choses qui ne sont pas ordinaires et non pas la chaîne de commandement ordinaire. Monsieur Garcia, merci Monsieur le Président. Je ne tiens rien pour acquis dans le cadre de mon interrogatoire, mais je prends bien note de ce que vous venez de dire dans mes prochaines questions.
Alors, vous avez dit, Monsieur le témoin, qu'il y avait également des éléments associés qui accompagnaient le capitaine Blikwasi ainsi que Kokobo sur ses missions. Qui étaient justement ces éléments associés? Ces éléments, j'ai été surpris de les voir dans mon camp parce que je n'ai pas été informé de leur présence. J'ai vu un soir plusieurs éléments en tenue civile, environ une centaine, dans ma caserne. Donc voilà un peu. J'ai été mis devant les faits aussi. Je n'ai pas été associé à cela. Mais un soir, je réalise que la caserne aussi a reçu des invités qui n'étaient pas moi dans mon effectif. Alors, on va aborder cette question dans quelques instants, mais avant d'aborder ce thème, j'aimerais vous poser la question suivante. Vous, à cette époque, en voyant que le capitaine Blikwasi sort en mission avec Kokobo pour une destination dont vous ne connaissez pas, et que vous êtes le commandant et que personne ne vous a avisé, et en plus vous n'avez jamais donné d'ordre, est-ce que vous vous êtes plaint auprès de qui que ce soit de ce comportement? Ou est-ce que vous avez fait quoi que ce soit pour le sanctionner? Non, je n'ai rien fait. Tout simplement, l'atmosphère qui régnait et l'ambiance dans laquelle on se trouvait, j'ai tout de suite compris que je n'étais pas dans une situation où je pouvais demander des explications. Et donc, je suis resté dans ma position à continuer à faire la mission qui était aussi la mienne, c'est-à-dire sécuriser la caserne. Voilà un peu. Alors, si je comprends bien votre réponse, vous n'avez jamais fait un reproche, ou vous n'avez jamais plutôt sanctionné le capitaine Blikwasi ou Kokobo pour leur mission, qui était sans base ou sans autorité. C'est exact? Je n'ai jamais sanctionné, mais je me dis que il y avait une autorité au-dessus de moi. Et donc, c'était l'autorité qui donnait les instructions. Et cette autorité était qui? C'était le chef de corps, le général de Boblé. Vous nous avez mentionné, Monsieur le témoin, que vous étiez... Maître Knops, Monsieur le Président, désolé d'interrompre mon confrère. Monsieur le Président, les questions posées par le procureur donnent à croire qu'il avait des raisons d'imposer des sanctions. Et par conséquent, la ligne X qui n'était pas conforme à la légalité, enfin la question devrait être la suivante. Sans avoir posé de questions préalables, la première question devrait être, ou chercher à savoir s'il y avait des sanctions ou pas. La façon dont la question a été formulée laisse entendre qu'il y a eu quelque chose d'illégal. Le juge président, ça a commencé par un comportement qui aurait pu donner lieu à une plainte. Et la question était de savoir s'il y a eu une plainte ou pas. Et je crois que c'était... Les autres questions ont découlé de cette première. Monsieur le procureur, veuillez poursuivre. Vous nous avez dit que vous vous trouviez dans une situation où vous ne pouviez pas demander d'explication
Expliquez-nous quelle était cette situation pour qu'on comprenne. J'étais dans une situation, comme je dis, où pour moi, on m'avait signifié de façon claire que je n'étais pas un homme de confiance. Et à côté de cela, les éléments de ma garde rapprochée d'ethnie Dioula avaient quitté le camp. Parce que tout simplement, quand j'ai appelé certains, ils m'ont dit que leur vie était en danger et qu'ils se sentaient menacés. Donc autour de moi, il ne restait plus que mes gardes-corps qui n'étaient pas de cette ethnie. Et voyant donc l'ambiance générale, l'atmosphère qui régnait, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je sois prudent. Et vous craignez quoi à cette époque? Parce que vous dites que vous vous êtes dit que il fallait être prudent, mais vous craignez quoi? Je dirais tout simplement que j'avais peur pour ma vie, tout simplement. À cette époque, est-ce que vous avez eu des incidents avec vos propres éléments dans le camp? Oui, il faut noter que à la veille de l'attaque de mon camp, j'avais donné mon ordinateur et des biens qui m'étaient propres à mon conducteur d'aller les mettre en lieu sûr chez un ami. Et moi-même, j'étais en caserne. Lorsque mon conducteur est revenu pour me dire en fait qu'il ne pouvait pas continuer sa mission, donc il est revenu à la caserne. Je lui ai dit OK. Et juste après ça, certains soldats ont fermé le portail principal du camp. Et quelque temps après, je vois arriver au camp, dans un char, le chef de corps. Il a garé le char à l'extérieur et il est rentré dans la caserne. Et il m'a dit, allons dans ton bureau. Nous y sommes allés. Et il m'a dit, qu'est-ce qui se passe ici? Je lui ai dit, rien, mon général. J'ai tout simplement donné une mission à mon conducteur qui est revenu, il n'a pas pu l'exécuter. C'est ainsi qu'il a demandé à ce que nous allions sous le PO où était regroupé l'ensemble du personnel. Et une fois sous le préau, il a donné la parole aux soldats. Et ces soldats ont dit que les officiers voulaient fuir. Et c'est ainsi que le général a pris la parole et il a dit la chose suivante aux soldats. Si vous voyez un officier en train de fuir, vous l'abattez. Après, il se ressaisit et il dit, vous l'attachez et vous me l'envoyez. Ensuite, il se ressaisit une deuxième fois et il dit, non, vous l'attrapez tout court et vous m'appelez.
Et juste après ça, il a pris le char et il est retourné au palais. Voilà un peu un élément qui m'a fait comprendre que les données avaient vraiment changé, qu'il fallait que je fasse attention. Comment vous vous êtes senti après la visite du général et après qu'il se soit exprimé de cette façon? J'ai trouvé les propos de mon chef un peu regrettables. Et une fois encore, j'ai trouvé que nous n'avons pas été traités avec respect. Et après son départ, j'ai réuni à nouveau mes hommes et je leur ai dit la chose suivante. Nous avons une mission commune. Il fallait que nous nous focalisions sur cette mission et qu'il n'était écrit sur le front de personne qu'il était d'un tel bord ou d'un autre bord. Alors, si nous passions notre temps à nous entretuer déjà, ce n'est pas ça l'objectif. Donc, je demandais à mes hommes d'être raisonnables et donc de fixer le cap sur la mission. Et Monsieur le témoin, lorsque vous avez fait ce discours à vos éléments, est-ce qu'il restait encore parmi vos éléments des soldats qui étaient détenus d'ici ou là? Ils étaient pratiquement tous partis. Tous. Vous avez dit avant qu'ils se sentaient menacés. Mais pouvez-vous nous expliquer qui se sentait menacé par qui? Aujourd'hui, j'ai le chef de responsable de ma sécurité qui avait quitté aussi le camp parce qu'il avait été menacé et des individus étaient même allés chez lui à domicile. Heureusement pour lui, il n'était pas à son domicile. Et donc, les propos que ces individus ont laissés à la famille étaient qu'il était recherché et que s'il le trouvait, éventuellement, il risquait de lui faire sa peau. Heureusement pour lui, il n'était pas à son domicile. Excuse me, but in English it's that today. Le juge président, dans la version anglaise, il est dit aujourd'hui. Aujourd'hui, la personne chargée de ma responsabilité a quitté, etc., etc. Dans la version anglaise, il est dit aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voulez dire le 22 septembre 2016? Alors, Monsieur le témoin, simplement pour que ça soit clair, lorsque vous avez commencé à témoigner à ce propos, vous avez dit aujourd'hui, j'ai le chef responsable de ma sécurité qui avait quitté aussi le camp parce qu'il avait été menacé. Est-ce qu'on doit comprendre que c'est à l'époque qu'il a été menacé, votre chef de sécurité? Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre? C'est exact. C'est à l'époque. C'est pas maintenant. Yes, Le président, oui, c'est ce que j'avais compris. C'est pour cela que j'ai indiqué précédemment qu'il importait d'être très précis, parce que le compte-rendu sera lu à un stade ultérieur, à un moment où nous souviendrons peut-être plus de tout cela. De votre chef de sécurité à l'époque, c'est une personne de quelle ethnie?
ce chef de sécurité dont je viens de parler, c'était pas lui à l'époque qui était mon chef de sécurité, c'était pas lui. Lui, c'est aujourd'hui, après que j'ai pris fonction, que je l'ai mis dans ma garde rapprochée. Voilà. À l'époque, il ne faisait pas partie de ma garde. Mais je le dis parce que je veux dire que c'est un témoin aujourd'hui qui est là, parce qu'il a vécu cela. Voilà, précision. Merci, Monsieur le témoin. Mais à l'époque, qui faisait ces menaces? Qui menaçait les éléments qui étaient détenus d'Ioula? Je ne peux pas de façon formelle vous dire que c'était X ou Y. Ça, je ne peux pas. Est-ce qu'il vous est revenu quoi que ce soit comme information à ce sujet? Est-ce qu'on vous a rapporté quoi que ce soit? Oui. Ce qu'on pourrait retenir, c'est au regard du paysage politique et de ce qui se passait, c'était à croire qu'on avait deux camps. Et donc, il y avait un camp, les Dioula, les Zakans et les Dioula, et puis l'autre camp. Et les hommes se regardaient en chien de faïence, au niveau même des casernes. Et cette ambiance a eu une intensité telle que, comme je l'ai dit tantôt, mes éléments d'ethnie Dioula ont préféré quitter le camp. Pour des raisons qui sont propres, hein, je vous dis, mais que je ne peux pas, de façon formelle, dire. Je comprends, Monsieur le témoin. Simplement, si on se rapporte à votre témoignage à ce sujet, vous avez dit qu'ils m'ont dit que leur vie était en danger et qu'ils se sentaient menacés. Ça, c'est exact. Oui. Vous avez également dit que vous aviez peur pour votre vie également. C'est exact? C'est exact. If he said so, it is correct. Le président, s'il l'a dit, c'est exact. Et qui est-ce que vous craignez à ce moment-là qui porte atteinte à votre vie? Le danger peut venir de partout. Je ne peux pas dire qui. D'accord, Monsieur le témoin, mais dans le contexte particulier dont vous nous avez fait état il y a quelques instants, dans votre esprit, à ce moment-là, vous craignez qui, au juste? Au regard de ce que je viens de dire tout à l'heure et avec les propos de mon chef hiérarchique, j'avais des raisons de croire que je devais faire attention vis-à-vis de mon chef. Et vous, Monsieur le témoin, personnellement, à cette époque, dans ce contexte, est-ce que vous avez eu des incidents avec vos propres éléments? Comme incident, je puis dire que c'est le jour où le général était arrivé pour parler à la troupe. Mes éléments... Monsieur le Président. Maître Andry, Chers confrères, page 57. Ligne 12. Votre question. À cette époque, est-ce que vous avez eu des incidents avec vos propres éléments? Cette question était déjà posée. Alors, je ne sais pas si Maître va nous donner la référence de la question lorsqu'elle a été posée la dernière fois, et peut-être la réponse également. Le transcript en français, page 57, ligne 12.
il est peut-être question de préciser la question, Monsieur le témoin. Moi, ce que je veux savoir, c'est... Enfin, je vais être un peu plus clair. Est-ce que vous avez eu des problèmes dans ce contexte-là, à cette époque-là, lorsque des membres de vos éléments de Diola sont partis? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec les éléments qui restaient là? Est-ce qu'on vous obéissait encore? Juge président. Écoutez, je pense que nous tournons toujours autour de la même question quand même. Le témoin a apporté des réponses à ces questions. Soit vous avez une question très précise ou quelque chose de très précis auquel vous voulez faire référence. Monsieur Garcia, Monsieur le Président, j'ai posé la question. Le témoin m'a répondu et m'a donné une réponse qui était plutôt générale. Alors maintenant, j'aimerais justement me concentrer davantage sur la question pour voir ce que le témoin va répondre et pour voir si cela lui rafraîchit la mémoire. C'est la raison pour laquelle je pose une question un peu plus pointue. Et je pense que le témoin était juste sur le point de répondre. Donc, point n'est besoin de revenir à la charge. Maître Rocher, oui, mais mon problème, Monsieur le Président, c'est que la question n'est absolument pas précise, justement. Elle est d'abord tout à fait directrice et en plus, elle est générale. Le Président, ce n'est pas tant qu'elle soit directrice, mais elle est plutôt générale, en effet. Maître Hendry. S'attend à une question, à une réponse qui ne vient pas. Sinon, je pense que la référence que j'ai donnée est très claire. Hein. Le témoin même n'a pas été superficiel. Il a même donné un exemple. Donc je pense que si mon confrère se réfère à cette page-là, je pense que cette question, la suite n'est pas nécessaire. Parce qu'il a été plus que précis à votre réponse que vous avez donnée. J'ai dit page 57, ligne 12. Si vous voyez sa réponse, c'est très clair. Il n'a pas été superficiel du tout. Monsieur Garcia, et au vu des circonstances, il s'agit d'une nouvelle question d'ailleurs. Je disais qu'il s'agit d'une nouvelle question au vu des circonstances. Ce n'est pas la même question à laquelle une réponse a déjà été portée. J'ai posé une question beaucoup plus ciblée et le témoin était sur le point d'y répondre. Je lui ai demandé si cela lui rappelait des événements ou des incidents. Le président, écoutez, posez votre question et votre question précise et nous verrons quelle sera la réponse du témoin. Monsieur le témoin, je veux simplement savoir si, durant cette période de temps, vous avez eu des problèmes avec vos propres éléments. Est-ce que les éléments vous obéissaient? Est-ce qu'ils vous ont menacé? Est-ce qu'il y a eu un incident quelconque avec eux? À cette époque, c'était une obéissance nuancée. Parce que les clivages avaient été faits, c'était clair. Le président, excusez-moi. Lorsque vous dites à cette époque, il faudrait dire à quelle période vous faites référence et quels sont ces éléments. Vos subordonnés? Maître Hendry. Monsieur le Président, excusez-moi d'intervenir, mais je pense que vous allez trouver que ce n'est pas du tout pour le jeu retarder mon confrère. Alors, je suis un peu gêné, hein. Ça il faut que je vous le dise, parce que des fois, on garde le silence parce qu'on n'a pas envie d'intervenir, mais les questions telles qu'orientées par mon confrère me gênent. Qu'il pose des questions précises, parce que quand il introduit de telles phrases, subordination, question de discipline et tout ça, il veut obtenir quelque chose du témoin. Et ça, pour moi, ces questions orientées-là me dérangent ici, Monsieur le Président. Qu'il pose des questions directes et qu'il laisse vraiment le témoin répondre. Le juge président. Oui, certes, mais... Il faut que le témoin place les briques pour répondre à son schéma. C'est pas faisable. Le juge président. Oui, mais utiliser le terme subordonné ne pose pas problème. C'est un environnement militaire. C'est un commandant et il a des subordonnés. Enfin, moi, je pense que c'est assez clair et c'est assez précis.
La question a été comme suit. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec vos subordonnés pendant cette période? Et je souhaiterais que vous définissiez la dite période d'ailleurs. Merci. Lorsque je fais référence à cette période, c'est le moment où vous nous avez parlé du fait que c'est un contexte assez, une situation assez compliquée si l'on veut, mais où des membres de vos éléments d'ethnie Diola ont quitté parce qu'ils se sentaient menacés. Vous avez également parlé du fait que vous avez reçu la visite du général Dogbo. Can you not just make a time? Juge président, écoutez, est-ce que l'on ne pourrait pas savoir exactement à quoi correspond cette période temporelle? Monsieur Garcia, mais c'est ça le problème. Parce que la question de la période n'a pas été tout à fait identifiée. Donc, je rappelle aux témoins certains faits dont il nous a parlé. Voilà, pour le contexte, le juge président. Je pense que le témoin est tout à fait en mesure de comprendre le contexte. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question, monsieur, la question que je viens de vous poser, moi? Merci, Monsieur le Président. Le contexte, si j'ai bien compris la question que vous me demandez, c'est de préciser le délai ou bien de répondre à la question de Monsieur le procureur. Je n'ai pas bien compris la question. Bon, si c'est pour répondre à la question du procureur, je dirais oui, pendant cette période, avant la bataille d'Abidjan, où le général de Goblé est arrivé à la caserne, à son départ, avant qu'il n'arrive du moins, les soldats, je dis, ont fermé le portail. Et au moment où j'allais vers eux pour expliquer et savoir pourquoi cette attitude, le capitaine Blekwasi est venu vers moi et il m'a dit « Mon colonel, ce n'est pas la peine d'aller vers eux parce qu'ils sont remontés contre vous, donc laissez, je vais gérer la situation. » J'ai été surpris. Donc voilà, c'est le seul moment vraiment où, de façon claire, j'ai vu en fait que certains de mes soldats étaient prêts à tout moment à peut-être refuser les ordres que je leur donnerais. Parce que je l'ai dit tout à l'heure que c'était un peu nuancé. Voilà un peu ce que je peux dire à ce propos. Merci, Monsieur le témoin. Vous avez également affirmé durant votre témoignage qu'à un moment donné, vous avez donné un discours aux soldats, aux éléments qui étaient là encore. Pouvez-vous nous dire, parmi ces soldats qui restaient, quelle était l'appartenance ethnique de ces soldats qui restaient sur place lorsque vous avez donné ce discours, après le départ du général? Monsieur le Président. Maître Andry. Merci, Monsieur le Président. Il faudrait, pardon de vous interrompre, hein, il me semble qu'il faudrait fonder la question. Il faudrait demander au témoin s'il avait des moyens de connaître l'appartenance ethnique des soldats dont il est question, et ensuite seulement, s'il avait ces moyens, de poser la question pour savoir qui étaient ceux qui étaient là devant lui. Il faut procéder par étapes, me semble-t-il, parce que là, on procède par impression successive. Your Honors, what, Monsieur Garcia, Monsieur le Président, alors le Conseil de la Défense vient de présenter une suggestion. Alors cela porte sur le poids qu'il faudra accorder à la réponse qui sera donnée par le témoin, mais je peux d'ores et déjà rassurer le Conseil de la Défense. Je vais poser toutes les questions nécessaires. Je pose des questions au sujet au commandant plutôt du groupement numéro 1 de Trècheville à l'époque. Ces éléments, c'était ses subordonnés. C'est pour cela que je lui pose la question. Le président, de toute façon, quoi qu'il en soit, il est tout à fait à même de vous dire « je n'en sais rien ». Donc, je vous en prie. Oui, poursuivez. Quelle était l'appartenance ethnique des gens qui restaient, des troupes qui restaient sur place lorsque vous avez donné ce discours? C'était les BT, les Dida, les Atiers et les Abbés, avec aussi certains du groupe Akan, comme moi naturellement.
Maître Rocher, excusez-moi, mon compte-rendu d'audience, ce n'est pas aussi clair que le vôtre, ou n'est pas clair comme le vôtre, Monsieur le Président. Alors, bon, j'aimerais que mon estimé confrère me dise qui sont ces groupes, parce que nous ne les avons pas, le Président. Je pense que cela sera corrigé à l'avenir, probablement, mais cela n'a pas été corrigé, je comprends. Maître Rocher, oui, d'accord, mais j'aimerais bien savoir ce qui a été dit. Monsieur Garcia, mais je pense que cela est consigné au compte-rendu d'audience. Le Président, oui, peut-être, mais ce n'est pas consigné de façon intelligible pour nous. Monsieur Garcia, mais je ne pense pas que cela devrait prendre trop de temps, en fait. Qu'il y avait des personnes de l'ethnie, des gens qui restaient sur place. Vous avez mentionné les Dida, les BT, les Dida, les AB. Avez-vous mentionné un autre groupe ethnique? Oui, du groupe Akan, dont moi par exemple. D'accord. Oui, Monsieur le Président, dans le transcript, il manque une des ethnies qu'il a citées. Il a dit les Atiers. Et ça ne figure pas, sauf erreur de ma part. Et puis il a terminé par les Akans en faisant référence à lui-même. Donc on ne le voit pas au transcript. Alors, merci, maître. Le juge président. Oui, mais voilà, c'est toujours cela le problème qui se pose lorsque le Conseil présente un résumé au lieu de poser la même question. C'est la raison pour laquelle cela se passe. Merci. Et monsieur le témoin, au moment même où vous faites ce discours duquel on parle depuis quelques instants, il restait combien de soldats à Trècheville, à votre caserne, à cette époque, à ce moment? Vraiment, pour être honnête, je ne puis donner un effectif. Parce que nous étions en ce moment-là dans un environnement très très difficile. Et donc, je ne peux pas vraiment donner un effectif juste. Et ce que je peux dire, c'est que la plupart des soldats d'Ioula étaient tous partis, pratiquement. Donc, je n'étais qu'avec le reste des effectifs. Bon, donc, au niveau de Trècheville, en gros, peut-être 200, 250. Vraiment, je ne peux pas donner un chiffre exact. Et vous, à ce moment, lorsque le général quitte, est-ce que vous sentiez que vous aviez la liberté de partir, de quitter le camp de Trècheville, sortir? Oh oui, par rapport à l'éthique morale, même militaire, je ne pouvais pas abandonner mes hommes. Jusqu'à preuve du contraire, j'étais le commandant de la garde républicaine et quitter la barque serait pour moi une sorte de lâcheté. Donc, j'avais une obligation morale de rester avec mes hommes. Et donc, j'étais là. J'aimerais vous poser des questions sur ces éléments, ces nouveaux éléments que vous avez vus à un certain moment, un soir, je crois que vous nous avez parlé. Avant d'aborder ce thème, j'aimerais juste retourner un peu en arrière. Lorsque vous nous avez mentionné qu'il y avait des missions qui sortaient avec le capitaine Blikouassi ainsi que l'adjudant Kokobo. Savez-vous quelle était la mission, quels étaient leurs objectifs ou ce qu'ils faisaient lorsqu'ils sortaient en mission? Sauf... Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Maître Hendry? Ne lui disais rien auparavant. Donc, lui poser la question de savoir
reprendre ses propres paroles. Savez-vous quelle était la mission? Quel était leur objectif? Ou ce qu'ils faisaient? Je pense qu'il avait dit auparavant qu'il ne lui disait rien, donc on lui demande de se jeter en conjecture ici. But he could have also other sources. Le président, mais il pourrait avoir d'autres sources. Bon, ces hommes ne lui auront peut-être pas dit, mais il peut avoir d'autres sources, Monsieur Garcia. Tout à fait, Monsieur le Président. En fait, fondamentalement, il s'agit d'une objection qui est soulevée parce que j'essaie d'obtenir une précision auprès du témoin, le président. Bon, nous n'allons pas ergoter. Poser la question. Simplement que ce soit clair, est-ce que vous avez su, est-ce que vous saviez ce qu'ils faisaient lors de ces missions, le capitaine Blikouassi et l'adjudant Kokobo? Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que je dis qu'on ne me disait rien, mais cela ne veut pas forcément dire que je n'avais pas aussi d'autres sources d'informations. Et au regard de ces sources, et sauf erreur de ma part, c'est que notre état-major recevait des informations de la position de groupes de rebelles à tel endroit et tel endroit. Donc, avec ces informations, ils avaient donc mission d'aller justement pour voir si c'était vrai ou pas, et puis engager le combat naturellement, parce que si c'est exact et qu'ils essuient des coups de feu ennemis, ils seraient obligés donc de réagir, si l'information est vraie. Donc voilà un peu ce type de sortie que le capitaine Blé, Kokobo faisait, le capitaine Blikouassi et Kokobo faisaient avec certains éléments et les associés quand ils sortaient. Également, je cherche à préciser ou à clarifier plutôt quelque chose. Vous nous avez dit que les ordres n'étaient pas transmis par vous, mais plutôt que les ordres allaient directement de la part du général ou capitaine Blikouassi. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez su par la suite s'il y a eu une quelconque... Parce que, évidemment, la raison pour laquelle je vous pose la question, c'est toute cette légalité de leur mission, l'autorité sur laquelle ils la faisaient. Est-ce que vous avez eu connaissance à un moment donné qu'il y a eu des sanctions de la part du général lui-même pour le fait que le capitaine Blikouassi et l'adjudant Kokobo sortaient en mission sans avoir votre autorisation et ni vous aviser de ce qui se passait? Maître Rocher, excusez-moi de vous interrompre à nouveau, mais cette question placée dans le contexte des réponses du témoin n'a pas de sens. Le président, j'ai rien entendu parce que vous n'avez pas attendu la fin de l'interprétation. Maître Rocher, excusez-moi, je m'excuse d'intervenir à nouveau. Mais il y a une question qui vient d'être posée et elle n'a pas tellement de sens compte tenu du contexte qui a été donné. Parce que ce témoin a dit que l'autorisation provenait de Blé Dogbo. Donc, si cela venait du général, si cette autorisation venait bel et bien du général, comment est-ce que le général allait les punir? Enfin, la question n'a pas de sens, en fait. Monsieur Garcia, écoutez, il n'incombe pas à Maître Rocher de répondre et de dire ce qui fait sens ou pas. C'est au témoin de nous le dire. Le président, s'il vous plaît, laissez-moi répondre. Alors, que cela ait un sens ou non, ce n'est pas opportun d'en décider maintenant, Maître Rocher, mais ce n'est pas à cela que je voulais venir. Le témoin a déjà dit que c'était le général qui avait autorisé cela. C'est pas moi qui suis en train de dire, c'est le témoin qui l'a dit. Le juge président, mais je comprends très bien ce que vous dites, maître, mais je pense que la réponse devrait être une conséquence logique. Monsieur, je vous en prie. Pourriez-vous répondre à la question, monsieur, s'il vous plaît? Naturellement, à partir du moment où l'ordre venait du général, qui est mon supérieur hiérarchique, donc il n'y a pas de sanction à donner. Si c'était par exemple moi
qui donnait des ordres qui allaient à l'encontre de la volonté du général, en ce moment-là, le général pourrait éventuellement me punir, me faire une sanction. Mais à partir du moment où c'est lui l'autorité suprême, au niveau de la garde républicaine qui donne les ordres, naturellement, il n'y a pas de sanction. Et juste pour clore cette petite question, Monsieur le témoin, si vous le permettez, en temps normal, avant la crise post-électorale, si effectivement un de vos éléments était sorti en mission sans approbation préalable ou sans autorisation, est-ce qu'il y aurait une sanction, une conséquence à ce genre de comportement? Oui, naturellement. Si un élément sortait sans avoir reçu des instructions du général ou de ma part, en ce moment, c'est une initiative malheureuse que l'élément aurait pris, une initiative malheureuse de sortir sans avoir reçu une mission. En ce moment-là, une sanction pourrait donc être établie. Et ce genre de sanction, à votre niveau, pour être valide, est-ce qu'elle aurait dû être entérinée par le général? Ah donc, si je prends une sanction, mais j'ai un taux que je donne au regard du grade que j'ai, mais le général ne peut pas donc me demander de surseoir à ma punition parce que c'est en tant qu'autorité aussi que je prends une décision de punir un élément. Lui, il a aussi son taux qu'il peut donner. Donc, en temps normal, si je prends une décision, je punis, donne une sanction à un élément, la sanction sera donc validée. Voilà ce que je peux dire. Can we suspend? Le juge président, est-ce que nous pouvons faire la pause maintenant? Monsieur Saoui, monsieur le président. Thank you. Now, Le juge président. Alors nous allons maintenant faire la pause déjeuner qui va durer 1h30. Et ensuite, nous nous retrouverons à 14h30, ici, dans ce même prétoire. Merci, l'audience est levée.